Expliquons à nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore. Donc c'est un fait réel, ce sont deux amis dans un HLM. Non, pas, oui, un HLM, on dira un HLM. Oui. Un HLM, mieux qu'un HLM. Mais d'accord. Bon. C'est à Paris, c'est pas en banlieue, c'est ça que je voulais préciser. D'accord, ok. C'est un arabe, c'est un juif. Le juif commence. Oui, c'est un peu ça. Le juif commence à bien gagner sa vie, il dit ok, il prête un peu de pognon aussi à son pote, et puis à un moment donné, ça bascule. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous voulez, ça bascule, il le tue de façon horrible dans le parking. Ouais, dès le début, là. Le film, voilà, j'allais dire le film. On parlait de film tout à l'heure. Le roman commence là. Le roman commence avec ce crime affreux dans un parking de leur immeuble du 19e arrondissement de Paris, qui est un quartier populaire de Paris, mais qui n'est pas la banlieue. Et en fait, si vous voulez, ce crime, c'est pour moi le prétexte à raconter 20 ans de la vie de ces deux garçons, puisqu'ils avaient 20 ans quand le drame a lieu, de la vie de tout l'immeuble, dont j'essaie de montrer l'évolution, les nouveaux arrivants, les anciens, ceux qui partent, les petites bandes de voyous qui commencent à faire régner la terreur. Vous voyez toute cette vie au début, alors qu'au début, dans les années 80, il y a une chaleur conviviale, sympathique. Il y a Maman Fouad qui est un des personnages, qui est une qui fait à manger, exactement, qui offre des gâteaux, à tout l'immeuble, etc. Et tout ça est vu sous l'œil d'un narrateur. Le narrateur étant une espèce d'intello, journaliste, producteur de télé, très en vogue, qui a été... qui ressemble à quelqu'un de connu. Non mais alors, à chaque fois on dit ça. Non mais voilà, je vous le fais. Non mais d'accord, j'ai mis de moi dans ce personnage. Mais je tiens à dire c'est normal, quand on écrit on met toujours de soi. Mais voilà, j'ai mis de moi dans tous les personnages. Et en plus, le point de départ de ce personnage, vraiment, et croyez-moi, j'espère sincèrement, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que ce sont mes copains des années 80, tous les types qui se sont lancés dans SOS Racisme et tout. Et alors là, moi, je tiens à dire que moi, j'ai rompu avec la gauche, alors que j'ai voté à gauche en 81, par exemple. J'ai rompu avec la gauche à ce moment-là. Et donc, je prends ce personnage justement parce que ce sont mes anciens copains. Certains sont restés, vous voyez, d'autres sont devenus Georges-Marc Benamou, etc. Vous voyez, tous ces gens-là, en fait, leur modèle, c'était BHL. D'ailleurs, je joue avec ça, parce qu'il y a du BHL dans ce narrateur aussi. Il a une Jaguar, il a un chauffeur, voilà. Donc, je joue avec ça. Hein. Donc, ce type, ce qui m'intéressait, c'est que je les ai vus évoluer sous le poids de la réalité. Ils n'osent pas le dire. Et je veux montrer, moi, ce qu'ils n'osent pas dire. Et donc, je raconte, ce type, il va regarder la vie, il va raconter la vie de cet immeuble, parce que il a un de ses copains, ministre chiracien, on est en 2003-2004, ils se sont rencontrés au fameux concert de SOS Racisme en 85. Ils étaient tous les deux porteurs de valises. Hein. Il y en avait un qui apportait des billets pour Chirac et l'autre qui les recevait pour SOS Racisme. Et je peux vous dire qu'ils avaient aussi des valises venant de l'Élysée. Parenthèse fermée, il y a prescription. Et donc je m'amuse avec ça. Ils sont devenus copains depuis 20 ans. Ils s'engueulent, ils se disputent, ils se querellent, ils se rabibochent, ils draguent les mêmes filles. Enfin bon, bref, c'est des copains quoi. Et le ministre lui dit, écoute, c'est pas possible qu'on dise que dans Paris il y a un juif qui est tué par un arabe. Voilà. Et donc débrouille-toi pour étouffer l'affaire, actionne tes réseaux de la presse, etc. Et étouffe l'affaire. Et le type en fait, il étouffe l'affaire, mais c'est en lui qu'il a du mal à étouffer ses remords. Il se sent responsable quoi. Il se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est une catastrophe. Alors vous êtes anti-racisme, mais rassurez-nous, pardon, vous n'êtes pas pro-racisme quand même. Non, mais pour moi, je vais être sincère avec vous, pour moi, l'antiracisme a été l'occasion tragique de mettre justement le racisme au cœur de la vie politique. Je passe sur le côté tactique, qui est que la gauche ayant fait son virage en 83 libéral de soumission au capitalisme, ayant renoncé à changer la vie et à imposer le socialisme, il leur fallait un rideau de fumée de gauche, progressiste, moralisateur, et que Mitterrand a trouvé l'antiracisme. Je passe sur ce côté-là tactique. Sur le plan politique, si vous voulez, je pense que l'antiracisme a été l'aboutissement d'une évolution qui date des années 60, 68, etc., d'exaltation des identités, des racines, au détriment de la culture commune française. Vous voyez, c'est ça que je pense. Donc l'antiracisme pour moi, c'est pas le contraire du racisme. C'est au contraire l'émergence d'un communautarisme français qui fracture le pays, qui fait perdre l'identité française aux jeunes générations, et du coup, c'est ce que je montre dans le roman, chacun
affolés par ce manque d'identité collective, se cherchent une identité collective. Alors c'est la religion, c'est la communauté, c'est la race, comme ils disent. C'est un peu une autre forme de racisme, en fait. C'est vouloir à tout prix garder ses origines et sa race, même si voilà maintenant. Absolument. Et à tel point. C'est même plus que oui, c'est du racisme. Ça débouche sur du racisme, puisque dans les cours de récréation française aujourd'hui, on se traite de sale juif, de sale arabe, de sale noir, de sale chinois, et l'insulte suprême étant le sale français. Donc voilà, oui, vous avez raison, c'est une forme de racisme, mais c'est surtout un enfermement dans sa communauté. C'est-à-dire que je pense que l'assimilation française à laquelle on a renoncé avait des effets négatifs, des effets pervers. C'est-à-dire que c'était une névrose, je parlais de névrose tout à l'heure, c'était une névrose, il y avait un conflit avec ses identités, etc. Mais ça arrachait l'individu à l'enfermement dans sa communauté d'origine. Et c'est ça qu'on a perdu. Et donc chacun va chercher, même dans la bande, vous avez vu, le jeune Yazid, il n'est pas seulement récupéré par l'imam, qui le manipule, parce qu'il est malheureux, qu'il est désespéré, mais il est aussi récupéré par sa bande. Et je pense que le crime, il le tue tout autant parce qu'il est juif, il est un crime comme ça, j'ai tué un juif, j'irai au paradis, parce que l'imam lui a fait entendre ça de façon doucereuse, mais aussi, et peut-être plus encore, pour se faire réintégrer dans sa bande, parce que sa bande de voyous qui trafique la drogue et qui fait régner la terreur dans l'immeuble, parce qu'il a été exclu de cette bande, et donc c'est une espèce de crime rituel, là. On tue ce type qui fait honte, parce qu'il réussit sans passer par les réseaux vous voyez, les combines de la bande, ce qui prouve bien que les juifs ont des réseaux encore plus pourris que les autres. Vous voyez, c'est ça qu'ils disent. Et donc, on le tue pour se faire réintégrer dans la bande. En fait, je vais vous dire, ce livre, c'est le roman du désarroi identitaire. Et donc du coup, chacun se bricole une identité dans un no man's land identitaire terrible, et chacun se bricole alors, un bout de religion, un bout de communauté, un bout de bled mythifié, un coup de bande de voyous. Voilà. Éric Zemmour, on vous écouterait pendant des heures, mais malheureusement, on a un petit peu de pub qui arrive. On va encore parler avec vous une dernière fois à 8h50 dans quelques minutes. Petit Frère, c'est sorti chez De Noël et c'est le roman dont on est en train de parler avec Éric Zemmour. Je rappelle qu'Éric Zemmour est encore avec nous un quart d'heure. Éric Zemmour, Petit Frère, le roman chez De Noël. Et Éric Zemmour, on vous voit aussi chez notre ami Ruquier. Oui. Vous êtes un des deux, parfois un peu cruel, mais on en reviendra tout à l'heure. Critique, on peut dire ça ? On peut dire ça. D'accord. Éric Zemmour, on va parler musique aussi, avec ceci. C'est marrant parce qu'il vit les moments musicaux. Ça c'est plus qu'un moment musical. Ça vous rappelle plein de choses ? Je vais vous dire, je rentrais de vacances avec mes parents, c'était le 31 août 1973, dans la voiture, et j'ai entendu ça. Et le lendemain, j'étais à la Fnac et je me suis précipité sur le disque, j'ai acheté encore le 45 tours, et j'en suis encore tout ému, c'est une chanson extraordinaire. Des Rolling Stones, et alors, ça évidemment, ce qui suit, c'est frissonnant. Qui nous coupait les lèvres et nous niquait les dents. Et les Mistral gagnants. Difficile de pas frissonner là-dessus, Ouais. C'est une chanson magnifique. C'est par rapport à votre enfant ou c'est par rapport à vous ? Ah non, c'est par rapport à mon enfance. Par rapport à votre enfance, ouais. J'ai eu une enfance de rêve, en fait. J'étais en banlieue, à Drancy, si vous voulez, entre 0 et 11 ans. Et à chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai les larmes dans la voix, quoi. Pour moi, c'est une période mythique dont je me remettrai jamais. Et j'ai détesté mon adolescence et j'ai adoré mon enfance. Et alors c'est marrant parce que coup d'œil dans le rétroviseur, une espèce de petit regret avec ça. C'est quoi là? C'est plutôt de la mélancolie? C'est quoi? D'abord j'adore Aznavour. Ouais. Ça aussi, c'est ma mère et mes tantes qui écoutaient Aznavour tout le temps et moi je continue. Et en plus cette chanson, c'est sur comment vous dire? Sur les illusions perdues en fait. D'accord. Vous en avez beaucoup? Ouais, si vous voulez, on vit avec ces illusions perdues, ces deuils, comment vous dire? Non mais c'est la vie, c'est ce qui permet d'avancer. Mais oui, mais je suis d'accord, mais je fais que ça. J'avance. La preuve. Voilà, la preuve. Mais je suis un mélancolique gay, moi. Ah. Voilà. Dans le sens amusement, vous voulez dire.
J'ai pas osé. Mais c'est parce que vous parlez de la féminisation de l'homme, etc. Oui, en plus j'ai toute une théorie que les gens n'arrivent pas à comprendre d'ailleurs où je dis j'ai évidemment rien contre les homosexuels, en revanche je suis contre les gays parce que c'est idéologique, mais j'ai un mal fou à faire comprendre ça. Donc alors, on va pas essayer aujourd'hui ni ici d'ailleurs. Et puis alors un petit dernier qui ça est exceptionnel et qui va vous rappeler vos booms. Led Zepp avec évidemment Stairway to Heaven. Alors c'est fou cette chanson, ça c'est vraiment ma génération, c'est qu'on finissait toutes nos booms, à chaque fois ça finissait par ça. Avec une nana différente. Oh, j'aurais bien aimé. Éric Zemmour, on va revenir à votre roman peut-être un petit peu aussi. Je vous rappelle qu'il est chez De Noël, ça s'appelle Petit Frère. Et c'est aussi, une façon de dire que l'intégration des populations étrangères en France, ça n'a pas très bien réussi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors pour que les peuples s'entendent bien entre eux? D'abord, est-ce que c'est possible? Si vous voulez, je pense que on confond deux choses. C'est-à-dire qu'on a confondu deux choses. La France, comme la Belgique d'ailleurs, est un pays d'immigration depuis la fin du 19e siècle. Donc on a l'habitude de cette immigration et on sait faire. On sait l'assimiler, on sait en faire un peuple unique. Et je crois que ça continue ça. Ça continue d'exister. Aujourd'hui encore. Malgré tout, malgré l'islam, malgré tout. Je crois que ça continue, c'est pas le problème. Mais on a été, je crois qu'il y a 2-3 phénomènes. Il y a d'abord le nombre. Je pense que la démographie, l'explosion démographique, vous savez, je dis toujours, on était 1 milliard sur la planète sous Napoléon, 3 milliards quand moi j'étais petit dans les années 60, on est 6 milliards aujourd'hui, on sera 9 milliards dans 30 ans. Cette explosion-là, je pense que a débordé complètement les cadres d'une immigration à intégrer ou à assimiler dans ce que j'appelle moi un mouvement millénaire de revanche du nomadisme. Et donc on a cette revanche du nomadisme qui est en train de bouleverser nos sociétés. Et deuxième chose, je parle pour la France, mais je pense que la Belgique c'est la même chose, on avait un modèle d'assimilation qui était très exigeant, un brin névrotique, parce que ça demandait de renoncer à ses racines, et pour soi-disant protéger justement et éviter ces névroses, on a fait pire, c'est-à-dire qu'on a moins exigé des gens, on a exalté les identités, comme j'ai dit tout à l'heure, et du coup, si vous voulez, le creuset national français s'est délité et chacun est reparti vers sa communauté. Et en plus, troisième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la mondialisation, c'est-à-dire que les emplois normalement pris par les immigrés au départ dans les années 60-70 étaient des emplois d'ouvriers et à partir des années 80-90 il n'y a pas plus eu d'emplois en Europe pour eux. C'est-à-dire que vous comprenez bien que les immigrés qu'on fait venir, c'est soit du regroupement familial, c'est l'immense majorité, soit des travailleurs clandestins qui sont appelés là par le bâtiment, par la restauration, etc., pour faire pression sur les salaires des gens du cru. Donc vous voyez, il y a un phénomène comme ça très pervers et donc je pense que la situation n'est plus du tout la même et c'est pour ça que je raconte cette explosion en fait d'une société à travers cet immeuble du 19e arrondissement qui est pour moi une espèce de microcosme de la société française. Mais c'est un petit peu de tous les temps, ça, les peuples qui ont du mal à s'entendre et la différence qui fait que c'est difficile. Vous avez raison, c'est difficile, sauf que là, aujourd'hui, vous savez, ils n'ont jamais été aussi mêlés. C'est-à-dire que là, ils vivent dans un immeuble. Il y a toute la planète dans un immeuble. Ça, c'est pas de tous les temps, c'est jamais vu. Éric Zemmour, une dernière fois avec vous, c'est dans 2 minutes, on bouge pas. Excusez-moi, je souris parce que ma fille m'envoie des SMS, donc voilà. Il est 8h56, elle vous trouve très sympa en plus. Il est 8h56 sur Nostalgie. Elle a 5 ans. Oui, mais par le biais de sa maman, elle dit, c'est sa maman qui écrit. Bien évidemment. Éric Zemmour, vous êtes donc avec Éric Nolot, les critiques chez Nolot. Pourquoi ça fait une grimace ? On est passé du petit frère à Nolot. Nolot oui, mais juste là, je fais une parenthèse. On a tous vu évidemment l'épisode de Laurence Boccolini. Est-ce que, vous voyez, voilà, est-ce que en 2 mots, elle venait pour un bouquin parce qu'elle ne sait pas avoir d'enfant, etc. Vous n'avez pas été un petit peu dur avec elle là-bas? Donnez-moi votre avis. Je vous assure que non. Je vous assure qu'on n'a pas été. J'ai trouvé que vous étiez beaucoup plus soft qu'Éric Nolot. Éric Nolot est allé un peu plus hard. Mais je vais vous dire, Nolot, il a dit ce que moi, vous savez, on a des fiches.
Ouais. Je vous sentais un peu mal à l'aise, moi. Non, je vais vous dire pourquoi. Ouais, moi j'aime pas voir une femme pleurer, je déteste ça, comme nous tous. Mais si vous voulez, j'avais prévu de dire comme Nolo, vous savez, on se partage pas les tâches. C'est-à-dire on prépare pas l'émission ensemble. Ah ouais, ok. Donc, on chacun de son côté. Et moi, j'avais prévu de dire ce déballage, ce qu'il a dit exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, tout people vient nous raconter sa vie, comment il baise pas, comment il a des enfants, comment il a pas d'enfants, etc., etc. Bon. Et simplement, je suis parti sur une autre idée, je sais plus laquelle, enfin bref. Donc du coup, Ruquier donne la part, vous savez, on alterne. Et donc Nolo a dit ce que j'allais dire aussi. Donc c'est pas que... Non, simplement, si vous voulez, on a un gros problème. C'est que, on reçoit des livres qui sont pas écrits. Donc on est obligé de dire que c'est de la merde. Moi j'ai fait pleurer la même chose, Lucia, je sais pas quoi là, Etxebarria, une espagnole qui venait raconter aussi des histoires d'amour à la noix avec un discours pseudo psychanalytique, et je lui ai dit que c'était de la daube, mais comme j'ai rarement vu, elle était en larmes à la fin. Boccolini c'est pareil. En plus, si vous voulez, comment vous dire ça, on essaye. Moi j'ai essayé de rester dans le domaine de la rationalité. Et elle nous ramenait tout le temps dans le domaine de l'émotionnel. Quand vous dites à une femme qu'il n'y a pas de droit à l'enfant et qu'elle vous répond « mais vous avez des enfants, vous, donc vous pouvez pas comprendre », quand Nolo lui dit au fond, ses problèmes, etc., bon, c'est douloureux, mais on s'en fout un peu, elle dit « quand vous aurez un utérus, vous pourrez me parler ». Ouais, on peut pas discuter avec des gens comme ça, quoi. C'est vraiment... En plus... Moi, j'étais un peu ironique parce vu ce que j'avais pris au sujet du premier sexe sur la féminisation, elle était dans la caricature de la féminité, c'est-à-dire vraiment la pure émotionnelle, et nous, on était dans la caricature de la masculinité qui était la rationalité. C'était drôle. Donc moi, je m'amusais un peu, si vous voulez, parce que c'était tellement caricatural, mais on n'a pas été dur, je vous assure. Mais finalement, vous avez peut-être beaucoup de chance de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Elle le vit tellement profondément qu'elle n'arrive pas à prendre du recul. Mais c'est vous qui avez de la chance finalement. Mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez... Faites-le en 20 secondes. Sinon on est dans la dèche. 20 secondes, simplement, quand on écrit un livre, normalement, on doit prendre du recul. C'est pour tout le monde. Voilà. Oui. Éric Zemmour, on est obligé déjà de s'en aller. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui, de parler de Petit Frère, de Noël. On a reçu beaucoup d'SMS. Vous revenez chez Filigrane au mois de mai pour une séance de dédicace. Je peux pas vous dire le jour exactement, mais je reviens chez Filigrane. C'est prévu. Je devais être là dimanche et puis j'ai pas pu. Mais je reviens en mai.